Voilà, hop là, regardez-moi ce beau gosse. Il y a un soleil incroyable. Le son est bien de droite. Le son est bien de droite. On a un son de droite apparemment, donc c'est bon. Son de droite, ça veut dire bon son, c'est ça? Ça montre l'image que les gens ont de la gauche et de la droite. Ouais, la gauche c'est un peu la merde. En vrai, c'est propre, on vous entend bien. Et est-ce que vous nous voyez bien? Normalement, on est sur une 5G, les gens. Incroyable. Oh là là, c'est le décor, on est dans Emily's in Paris. Ah ouais, non, mais c'est son quartier, ouais. Ah ouais, ouais. Et ben sachez que j'ai vécu par le passé ici, je suis bourgeois. Je suis un bourgeois déclassé. Et donc là, on est donc à Odéon. Ouais. Et c'est vrai que le Paris noir, je l'associe beaucoup à Odéon. Ouais. Est-ce que le centre de Paris, c'était vraiment le lieu où les Noirs se sont retrouvés à un moment donné? Ça a été le quartier noir de Paris? Oui et non. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, il y a des touristes afro-américains qui pensent que Odéon Saint-Germain, c'est le quartier noir de Paris. Faut pas non plus déconner. C'est pas parce que Miles Davis et James Baldwin sont venus ici, c'est pas parce qu'il y a eu dans le 5e, dans le 6e, des moments, on va passer par là, des moments assez iconiques, etc., que ça fait du 6e arrondissement un arrondissement noir. C'est une vision assez déformée. En revanche, la balade qu'on fait, c'est une histoire intellectuelle noire à Paris. Et donc, forcément, c'est rive gauche, entre Saint-Germain et le quartier latin. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué, dont j'ai entendu parler, enfin, que j'ai découvert dans un livre, qui s'appelle « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race ». Et j'ai découvert dans ce livre, en discutant avec l'auteur après, que le testing, donc vous voyez ce que c'est le testing, c'est envoyer des groupes différents ou envoyer des CV avec des noms de famille différents. Ben, le testing, il est né dans les années 1930 dans ce quartier, parce que les étudiants antillais se rendaient compte que lorsque eux ils allaient dans un café, il n'y avait pas de place, et puis après ils envoient des amis blancs et puis il y a de la place dans le café. Ouais. Donc il y a tout ce truc de il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, mais qu'on creuse un petit peu, ok, il n'y a pas forcément écrit pas de nègres acceptés ici, il n'y a pas ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des façons un peu plus subtiles de discriminer et d'éloigner. Et puis il y a un dernier truc que je voudrais ajouter sur cette question du racisme à l'époque, etc. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Barbès Blues et qui raconte une histoire de l'immigration maghrébine à Paris. Ouais. Et ça ne se passe pas qu'à Barbès, ça commence par ici. Ah, c'est avec le rappeur là? Non, c'est Hajar Ben Boubaker. Ah non, j'ai mélangé. Et donc dans Barbès Blues, elle raconte que dans les années 20, dans le quartier, il y a déjà une immigration algérienne. Parce que c'est des travailleurs, etc., qui vont s'organiser politiquement, ici c'est super, mais par contre, en termes de discrimination dans le quartier, on est ouvertement raciste à l'égard des Algériens, par exemple dans les années 20 et 30, dans le quartier, alors que ça c'est pas très connu, c'est pas très documenté, alors que les trucs de ségrégation aux États-Unis, tout le monde en a entendu parler, donc voilà, la France c'est pas les États-Unis, mais faut pas non plus penser que c'est toujours la France qui a le bon rôle et que tout a toujours été parfait, etc. C'est loin d'être le cas. Et en fait, la rue où on va, je trouve que c'est une super illustration de tout ça. Ben en fait, il y a une première plaque qui est en hommage à Richard Wright et donc qui est juste là qu'on va voir dans une minute. Attends. Je vais vous montrer les images. Je vais vous trouver une petite image de Richard Wright. Et Richard Wright, donc il vient une première fois à Paris en 1946 et il décide de s'installer définitivement à Paris en 1948. Ouais. Et en fait, l'histoire de Richard Wright, c'est que c'est un gars qui est né dans le Mississippi au début du XXe siècle, qui a grandi, qui a connu la ségrégation, la vraie, qui ensuite est devenu journaliste, romancier, et dans les années 1930-1940, c'est un des premiers auteurs noirs américains à vraiment connaître des gros succès commerciaux et critiques à la fois. Donc ça lui assure de l'argent, du prestige, etc. Mais il a un gros problème, c'est qu'il est marié avec une femme blanche, et qu'ensemble ils ont une fille, et que il ne supporte pas de voir le racisme ambiant aux États-Unis s'installer à Paris. Donc il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, il a laissé sa fille de 2 ou 3 ans à une amie, qui était blanche. À Paris? Non, à New York. Et que la dame fait les magasins avec la petite et que la petite a besoin d'aller aux toilettes. Et les toilettes sont ségrégées. Ben oui. Et donc, White only. Donc là, on est au milieu des années 40. Et une enfant noire ne peut pas aller aux toilettes avec une dame blanche. Et une dame blanche ne peut pas emmener une enfant noire aux toilettes des blancs. Donc la petite doit faire ses besoins dans la rue. Et donc quand Richard Wright apprend l'histoire, il dit bon, la gamine elle est métisse, c'est New York, je suis riche, c'est comme ça qu'on la traite, ok c'est mort. Et donc il décide de partir et il va aller à Paris. Et donc là, c'est... attendez, je vous montre les gens. Je sais pas si on peut bien voir, même en zoom.
Alors, hop. On ne va pas zoomer, attends. Peut-être que on va se mettre sur le trottoir carrément. Hop là, donc on est en face. Et on a la plaque qui est ici. L'homme de lettres noir américain Richard Wright habita cet immeuble de 1948 à 1959. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux nous dire sur Richard Wright? Et donc oui, donc il a c'est deux gros succès. Donc c'est L'Enfant du pays et Black Boy. Donc moi, ma maman assez jeune, quand j'étais assez jeune, m'a fait lire Black Boy. Donc c'est assez autobiographique et ça raconte donc sa vision, son expérience sur le racisme, ce que le racisme fait aux gens qui le subissent. Donc il a ses grands succès et tout. Il vient s'installer à Paris. Et à Paris, on parlait du quartier. Il vient ici. Ouais. Et donc, ce quartier va aussi beaucoup marquer la vision qu'il a, influencer la vision qu'il a de Paris, c'est-à-dire des choses hyper positives au sujet de la France, ce qui est très bien. Mais donc, il vit à Saint-Germain-des-Prés. Il passe à la radio française parce qu'il est francophile, il apprend le français assez rapidement. Et c'est pas une blague. C'est quelque chose que j'ai découvert en cherchant des éléments de sa biographie et tout. Les gens qui lui ont fait découvrir le quartier, c'est Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ah oui, donc effectivement, pour il arrive dans des conditions... Oui, il arrive dans des conditions extraordinaires et c'est légitime en fait son point de vue de dire que Paris c'est génial. Mais en revanche, son expérience, c'est pas l'expérience de noir moyen. Voilà. C'est un homme riche. C'est un homme riche qui fait partie des élites, qui représente quelque chose, qui est médiatisé, etc. Et c'est un peu tout l'enjeu de la question noire américaine à Paris. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quasiment les seuls noirs en fait qu'on entendait parler de Paris, de la France, c'était des Afro-Américains et qui effectivement avaient trouvé une certaine liberté à Paris, une certaine liberté en France, qui parlaient de la France en des termes élogieux. Mais à la même époque, la France, c'est un empire colonial et dans l'empire colonial, ça doit filer droit. Donc, ils parlent de ça, eux, certains, Richard Wright. Richard Wright, pas trop. Il va prendre des positions, effectivement, à l'époque de la guerre d'Algérie, il va dire oui, c'est pas bien la guerre d'Algérie, mais c'est pas quelqu'un qui va forcément être un militant décolonial, décolonial dans les années 50. C'est pas lui, c'est pas sa lutte. Mais il y a d'autres intellectuels nord-américains qui vont prendre des positions différentes. Et l'exemple le plus marquant, qui est aussi un homme du quartier. Alors, juste avant qu'on passe, je vous montre une photo de Richard Wright. Donc attendez, comme ça, et moi je vais faire ça. Voilà, Richard Wright, c'est lui. C'est lui, dans son salon parisien. Ouais. Et là, c'est lui au jardin du Luxembourg avec le Panthéon derrière, parce que c'est juste à côté. Elle est magnifique la photo. La photo est incroyable. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelqu'un m'a dit il a changé Pacom. Parce que tu connais Pacom Tillmans. Ah oui, okay. Pacom, il a un autre style. Ouais. C'est un autre style, il a fait un blackface. Et puis oui, non, l'autre exemple dont je voulais parler, c'est James Baldwin, donc qui est un personnage qui m'inspire beaucoup. Il y a quelques années, il était venu à la visite spéciale Baldwin, donc ça devait être peut-être en 2018, quelque chose comme ça, où j'avais été mandaté, m'avait fait une commande de faire une version de cette visite centrée sur James Baldwin et les écrivains noirs américains. Et donc James Baldwin, c'est lui. La photo qu'on voit, c'est lui, James Baldwin. Là, la photo qu'on voit derrière, là, c'est l'arrière-plan, c'est l'église Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Donc pareil, un gars du quartier, qui est à 10 minutes même pas. Et Baldwin, c'est à la base un fan de Richard Wright. D'accord. Donc il est beaucoup plus jeune que Richard Wright. Quand tu vois cette génération d'écrivains noirs américains parler des illustres prédécesseurs, on dirait aujourd'hui les jeunes rappeurs qui disent et puis j'ai allumé la télé, j'ai vu Tupac et je me suis dit c'est ça que je veux faire, tu vois, c'est un peu de ça. Et donc lui il vient à Paris à peu près en même temps que Richard Wright, un peu après, et il n'est pas encore connu, donc il vient à Paris pour écrire son premier roman. À l'époque, c'est un jeune journaliste new-yorkais. Et ce que j'aime beaucoup avec Baldwin, c'est que pour le coup, il est très subtil. Il est très nuancé. Il ne va pas faire une opposition la France c'est bien, les États-Unis c'est mal. Rapidement, il va comprendre que quand il est ici, qu'il y a des problèmes en France, et qu'en plus, quand il est ici, il est américain. D'ailleurs, il ne va pas se faire arrêter à un moment donné. Si, c'est ça. En fait, ça c'est une des anecdotes hyper intéressantes qui lui arrive. En gros, je résume l'affaire. Donc, il arrive à Paris en 1948 et en 1949, il va passer une semaine en prison. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que tous ces artistes un peu de bohème, etc., ils vivent dans des petits hôtels miteux.
Et lui, un jour, il rencontre un autre Américain qui lui demande comment est sa chambre d'hôtel. Il dit, moi, je suis l'Américain, le New-Yorkais, là, il lui dit, moi, je suis à Saint-Lazare dans un hôtel qui est pas terrible. Comment est ton hôtel? Est-ce qu'ils ont de la place? Donc Baldwin dit, oui, l'hôtel, ça va. Ils ont de la place, je vais demander pour toi. Le seul truc, c'est qu'ils ne changent pas les draps. Ouais. Ils ne changent pas les draps de l'hôtel. Et donc, le type, pour remercier Baldwin qui lui a retrouvé une chambre d'hôtel, lui offre une paire de draps propres. D'accord. En fait, ce que Baldwin ne sait pas, c'est que les draps ont été volés dans l'hôtel, à l'hôtel précédent à Saint-Lazare. Et que c'est la France de la fin des années 40, donc c'est la misère, c'est encore du rationnement et trucs comme ça. Il ne faut pas voler. Donc, le propriétaire de l'hôtel à Saint-Lazare appelle la police. La police retrouve le type à l'hôtel, va dans la chambre de Baldwin, frappe à la porte de Baldwin ouvre la porte. Ils prennent les draps et il y a le logo de l'autre hôtel. Oh mon Dieu. Donc il est arrêté. Et à ce moment-là, quand il part en détention, il ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Parce qu'il est incarcéré avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, tout le monde dit, non mais toi, ne t'en fais pas. Pour toi, ça va bien se passer. Tu es américain. Et en fait, ce que Baldwin raconte dans plusieurs textes, c'est qu'en ayant grandi comme un enfant pauvre des ghettos de Harlem dans les années 1920-1930, il ne se sentait pas vraiment américain. Et que c'est en arrivant en France, dès qu'il ouvre la bouche, on dit, oh, un américain. Et d'une certaine façon, la France, l'expérience à l'étranger, a fait de lui un Américain et comprend sa place de privilège. Il est presque plus noir aux yeux des gens, quoi. Il devient américain. Il devient américain. Et en fait, tu parlais de la question coloniale, etc. Il y a des textes de Baldwin où il raconte que, en même temps que les Français sont capables de lui dire vous les Noirs américains, c'est inadmissible ce que vous subissez en Amérique. Lorsqu'ils posent la question algérienne, les Français disent mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger. Alors d'ailleurs, question qui est un peu bête, mais comme ça les gens du chat aussi peuvent. Voilà, est-ce que c'est pas pareil que ça? C'est une question compliquée, mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une balade à un groupe d'étudiants afro-américains. Et il y avait deux profs avec eux, une qui était une femme nord-américaine et l'autre qui parle français et qui au bout de 5 minutes m'explique qu'il est algérien. Et donc on discute un petit peu de l'actualité du moment, la France, l'Algérie, etc. Et en fait on a aussi discuté du fait que il y a une immigration africaine, ouest-africaine, nord-africaine, etc. vers les États-Unis. Et c'est plutôt une immigration qui réussit très bien. Où il n'y a pas forcément énormément de préjugés aux États-Unis sur les Algériens, les Marocains, etc. Et donc il y a vraiment des histoires de success story maghrébines aux États-Unis, au Canada, où c'est pas du tout les populations les plus dangereuses à contrôler, à surveiller, qui comprennent la République, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Moi, juste pour terminer sur ce point-là, j'ai une théorie. Et après on prend les questions du chat. J'ai une théorie, c'est que les Blancs préfèrent les Noirs des autres. Il a dit le B-word. Les Blancs préfèrent les Noirs des autres. Ouais. C'est-à-dire que, autant, tu vois, ce truc des Noirs américains qui arrivent à Paris, c'est extraordinaire, etc. Il y a aussi des histoires de Noirs français, britanniques, etc., qui vont aux États-Unis et qui disent, mais en fait, ça va super bien, il y a des opportunités de malades. C'est pas dire qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis, je suis pas débile, mais il y a ce truc où je pense qu'il y a quelque chose de très intime aussi dans le racisme et que autant ton français moyen a des choses à dire sur les Guadeloupéens, sur les Martiniquais, sur plein de trucs, etc. Il n'y a pas de bif avec les gens de Chicago ici, tu vois. Et comme tu dis, les Noirs des autres, il y a ce côté, ça me pensait à Will Smith, tu vois, par exemple. Ce côté du Noir cool des États-Unis. Quand tu es un Noir des États-Unis, t'as un truc, une coolitude naturelle dans l'esprit des gens. Évidemment. Et donc il y a tout ce truc où... Et puis en plus, bon, il y a des côtés agaçants, mais c'est aussi assez touchant parce que tu as quasiment un siècle d'histoire en France, de liens entre les cultures nord-américaines et la France. Du jazz au rap, tu as des connaisseurs de toute cette culture-là, des vrais amateurs en France, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez établi. Mais juste pour finir sur Baldwin, pour pas... oublier certains détails. Baldwin. Voilà. Ce livre-là, c'est son deuxième roman. Et c'est une histoire d'amour entre deux hommes qui se passe dans le Saint-Germain des années 1950. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je parlais de la question noire américaine, mais aussi la question des artistes LGBT dans le quartier, où Paris, au XXe siècle, a la réputation d'être aussi une ville plus tolérante pour ces gens-là, pour la communauté LGBT. Et donc, tu as, par exemple, dans les années 1910, 1920, 1930, des femmes américaines lesbiennes qui vont jouer un rôle culturel hyper important dans le quartier. Donc, la rue derrière, rue de l'Odéon, tu as une plaque
parce que tu avais une femme qui s'appelait Sylvia Beach. Quelqu'un a dit c'est nous. Une femme qui s'appelait Sylvia Beach. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes, qui a été une grande éditrice. En fait, elle éditait des romans anglophones, des grands romans anglophones depuis Paris, parce qu'elle voulait éviter la censure, etc. Et de l'autre côté, tu avais Gertrude Stein, donc de l'autre côté du jardin du Luxembourg, qui elle aussi était une femme américaine lesbienne. Et donc ces deux femmes vivaient ouvertement avec leur compagne et n'étaient pas persécutées. Et donc quand elles vont parler de Paris, elles vont parler de la liberté qu'elles ont et tout ça, c'est très bien. Mais aussi, c'est des femmes qui sont des femmes intellectuelles puissantes dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et qui font un peu ce qu'elles veulent. Ça ne veut pas dire que la France des années 20 est une utopie, tout le monde fait ce qu'il veut. Oui, dans certains quartiers, pour certaines personnes, certaines classes sociales. Certaines classes sociales aussi. Donc voilà, il y a ces enjeux-là et pareil, Baldwin en est assez conscient. Donc voilà. Alors attends, ah oui, vas-y. Regardez ce documentaire. Je ne suis pas votre haine, que j'ai retenu qu'il y a certains mots qu'il ne faut pas dire sur Twitch. On ne dit pas le... Est-ce qu'on doit dire la hainitude? La hainitude, voilà, on dit la hainitude, on dit le N-word, on dit... Donc je vous montre après l'ancienne version de cette plaque. Ok, donc la plaque, je la montre aux gens. Alors, à la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort par 2 policiers dans la nuit du 5 au 6 décembre 86. Voilà. Donc je sais pas si vous avez en tête... Hein? Ouais, on peut complètement mettre en face, ouais, vas-y. En plus, il y a du soleil, c'est bien. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer... Un câble, évidemment, l'ancienne version de la plaque. Alors, à la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 86. Par qui? Par qui? Et donc, c'était un peu ça la question, parce que depuis des années, il y avait j'imagine, des militants qui écrivaient sur la plaque par la police. Ouais, bah oui. Et puis finalement en décembre 2023, ils ont rechangé, enfin ils ont mis une nouvelle plaque. Ils l'ont pas mis exactement au même endroit. Cette plaque-là, elle était sur le trottoir. Et donc la nouvelle plaque, elle est sur le mur. Et donc, même si c'est pas une personnalité noire, ça m'empêche pas d'évoquer l'histoire de Malik. Déjà, il faut raconter le contexte. Le contexte, c'est 1986. Et à l'époque, il y a un grand mouvement étudiant, donc on est à 2 pas de la Sorbonne, donc grand mouvement étudiant, parce que le gouvernement de l'époque veut faire une réforme des universités publiques, les étudiants ne sont pas d'accord, donc évidemment, grève, mobilisation, occupation, etc. Et à l'époque, il y a une brigade de police. Les voltigeurs. Les voltigeurs, qui aujourd'hui a été ressuscitée plus ou moins sous le nom de la Brave M. Donc ce sont des policiers à moto qui interviennent lors des manifestations. Donc, 2 policiers par moto, un qui conduit et l'autre qui a une matraque. Et ça tape. Et donc là, ils ont tapé, et puis vers la Sorbonne, ils sont revenus ici, ils sont tombés donc, sur ce jeune homme, Malik Oussekine, étudiant de 22 ans, français d'origine algérienne. Et je crois que c'est intéressant de dire que ça ne change rien, mais Malik ne faisait pas partie de manifestation. Oui, ça ne change rien, mais ça veut dire qu'un arabe dans la rue, voilà, dans l'espace public, voilà. Apparemment, l'histoire raconte que Malik aurait passé la soirée dans un club de jazz. Parce que Saint-Germain, quartier du jazz historiquement. Sauf qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment, mauvais teint. Il est pourchassé par les voltigeurs et il est frappé à mort par la police. Donc ça, c'est décembre 1986. Cette histoire a beaucoup marqué parce que Malik représentait, pour sa génération, un peu justement cette idée que il était assez irréprochable. Il fait des études à Dauphine, pas de problème, il aide sa famille, il fait tout bien, mais voilà. Puis l'histoire aussi, c'est que 5 ans après son meurtre, aucun des 2 policiers n'a fait de prison ferme. Alors, on pourra parler il y a plein d'histoires comme ça. Michel Zecler, par exemple. Michel Zecler, il est venu 2 fois à cette balade. Et la première fois qu'il est venu, c'était l'ancienne plaque. La plaque était sur le trottoir. Et au moment où il voit la plaque, justement, je fais, on ne dit pas par qui. J'ai senti l'émotion chez lui. Et lui, il me disait qu'en gros, si on l'avait tué, il y aurait peut-être une plaque 10 ans plus tard qui dit oui, ici est tombé Michel Zecler. Mais pas, tombé. Voilà, pas plus que ça. Et donc, c'est ici qu'avec les touristes étrangers, les étudiants étrangers, j'aborde la question super épineuse de la relation entre la police et les minorités. Et en gros, je sais que c'est un truc qu'il faut aborder avec des pincettes, etc., que la France, c'est pas les États-Unis. Je dis en revanche qu'en 2020, après le meurtre de George Floyd, toute la classe politique française était contre les violences policières aux États-Unis. Avec ce truc où je dis aux étrangers, the French police cannot be violent because it is the police of the Republic. C'est la police de la République. Et c'est vrai qu'en France, on a souvent tendance à dire République, on n'est pas raciste, République, on n'est pas violent, République. Ça me rappelle une fois, j'avais entendu dans une émission de télé sur France Télévisions.
Mais vous savez que de toute façon, on ne peut pas être raciste, c'est illégal, je rappelle, le racisme. Donc le racisme est illégal, donc on ne peut pas être raciste. Le racisme est illégal. Pas être raciste, c'est illégal. Et donc voilà, cette espèce de déni qu'on a, être tout à fait capable de se désolidariser des Américains en disant oh là là, c'est vraiment des violents méchants et racistes, et chez nous, on n'a pas ça. Et ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a une histoire de violence aussi dans ce quartier. À 10 minutes d'ici, donc plutôt vers Saint-Michel, sur le pont Saint-Michel, il y a une plaque. Alors on va pas bien voir parce que c'est écrit tout petit, mais il y a cette plaque où on peut lire à la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Alors vous voyez pas bien voir, c'est à cause du reflet, mais ouais, je pense que c'est mieux là. Voilà, ouais, c'est mieux. Et donc voilà, ça c'est hyper intéressant et ça fait écho à ça. Oui. Ici, on voit les Algériens. Ici, on voit les Algériens. Donc, c'est octobre 1961, la répression des manifestants algériens et qui a fait énormément de morts. Il y a toujours des discussions, des débats aujourd'hui d'historiens. Est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 200, est-ce que c'est plus de 200 morts? Ça me rappelle tellement mes 67. Ouais. Il y a des liens, effectivement, entre répression dans les colonies et puis ce qui se passe ensuite dans l'Hexagone qui a un écho. Donc, voilà, il y a toutes ces questions-là. Où on a du mal à adresser, à parler de ces sujets-là. Et je trouve ça, d'un point de vue presque poétique, assez intéressant que ce soit à côté de la plaque de Richard Wright, qui est une personnalité qui, effectivement, a trouvé une forme de liberté, de libération même à Paris. Et donc ça, c'est les années 40-50. Et puis là, on a les années 80. C'est aussi dans le contexte, à l'époque, dans les années 80, la marche pour l'égalité, toutes ces choses-là, des enfants d'immigrés qui commencent à poser des questions sur leur place, sur la façon dont ils sont traités, la façon dont leurs parents sont traités. J'y vois aussi une forme de retour de la question de la classe. Parce que dans nos questions, justement, un peu ethno-raciales et tout, on voit énormément la question de les différences liées à l'ethnie, à l'origine et tout, qui créent des inégalités, qui créent des violences, qui créent des choses comme on a vu pour Malik. Mais il y a aussi, j'ai l'impression que parfois, au sein même de nos groupes représentés, les Noirs, les Arabes, etc., il n'y a pas le même traitement aussi en fonction de la classe sociale. Et l'acceptation, un Jay-Z aujourd'hui et Jay-Z il y a dans les années 80, c'est pas le même traitement, je pense, par la police. Ça, c'est évident. Et encore une fois, c'est le même historien avec qui j'avais discuté de ces questions de racisme en France, etc. Donc Dominique Chatian, celui qui a écrit « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race », il disait que c'est le cas aujourd'hui, mais c'était peut-être encore plus le cas à l'époque, au XXe siècle. Les personnalités noires qui parlent du racisme, des agressions qu'ils ou elles ont subi, sont plutôt des gens qui ont des moyens de se faire entendre, qui ont les moyens de s'indigner parce qu'ils sont avocats, parce qu'ils sont profs à la Sorbonne, etc. Et de dire bonjour, je suis telle et telle personne et j'occupe tel poste et un policier m'a insulté, un policier m'a frappé, ou on m'a refusé une table, on m'a refusé d'entrer, de ceci ou de cela. Et lui, sa question c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire des petits pains quel type de violence subissent celles et ceux qui nettoient, qui n'ont pas la capacité d'avoir une tribune dans le monde pour dire en fait, il y a un policier qui m'a dit ça, il y a un policier qui m'a fait ça. Donc voilà, c'est aussi toute cette question-là, quoi. Ça, qu'on voit, qu'on entend. Il y a eu ce député LFI là récemment. Qui Bilongo? Non. Ali. Ali Jouara. Voilà. Qui a vu un contrôle policier. Des jeunes qui se faisaient contrôler, on va dire, de façon assez musclée par la police. Au faciès. Et ouais, évidemment. Et il a sorti sa carte de député pour dire non mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et on lui a dit mais qu'est-ce qu'on va te taser en fait? Tu vois, et donc il y a une sorte d'indignation, pas suffisamment en plus. Bah oui, bien sûr. Plus, mais ça veut dire que si un député il n'est pas protégé par sa carte de député, qu'il est bon, voilà. Non mais c'est des vraies questions, c'est des vraies questions. Salut Monsieur Beyonder, bonjour la famoso, violence légitime des flics, attends, passe devant. Ouais, je passe devant. Je mets ici et on continue. Donc là on se dirige vers un endroit assez symbolique, assez important. Iconique. Et moi j'aime bien utiliser la Sorbonne pour parler de la question des femmes dans les milieux intellectuels au XXe siècle à Paris. Parce que l'idée c'est que
La porte d'entrée, c'est qu'en 1956, il y a un grand congrès organisé par Présence africaine. Donc, Présence africaine, c'est encore un autre endroit, voilà, un autre endroit hyper important pour la question noire dans le quartier, qui est à 5-10 minutes à pied d'ici. Présence africaine, c'est des Sénégalais, avec Alioune Diop et Christiane Yandé Diop, donc un couple, qui va créer Présence africaine après la Seconde Guerre mondiale, pour donner une voix, un espace à tous ces écrivains venus des colonies, tous les jeunes étudiants, etc. Et en 1956, à la Sorbonne, ils vont organiser un grand congrès où ils invitent des gens, des intellectuels, pour parler du futur de l'Afrique. Et en fait, la photo que je vais vous montrer dans une minute, la photo est très masculine en fait. Qu'on voit la photo, on pourrait croire que bon, c'est les années 50, on n'avait pas encore inventé les femmes noires. Ouais, les femmes n'existaient pas. Les femmes noires n'existaient pas. Donc ils ont fait ça entre boucles. Et en fait, c'est une façon d'introduire pour moi les sœurs Nardal et aussi d'autres femmes que parfois on oublie, parfois qui sont oubliées, etc. Il y a une femme, malheureusement, j'ai pas de photo d'elle, mais j'ai rencontré sa petite nièce. Et elle a une histoire incroyable. Donc elle est martinico-guadeloupéenne. Elle s'appelle Suzanne Lacascade. Oui, Suzanne Lacascade, oui. Et elle aurait étudié à la Sorbonne bien avant les sœurs Nardal. Mais j'en ai entendu parler, moi, de Suzanne Lacascade. Hein, sur la première. Oui, parce que en 2024, il y a eu des choses autour d'elle parce que elle a été publiée en 1924. Et donc, ça aurait été la première femme racisée française à être publiée. Wow. Le problème, c'est que la famille de Suzanne ne s'est pas vraiment emparée de la question. Et ça, c'est sa petite nièce qui le dit, pour des questions d'assimilation. C'est-à-dire que ce sont des gens plutôt de la haute qui sont venus à Paris s'installer dans le 16e et qui ont joué le jeu de l'assimilation, etc. Donc son arrière-petite nièce, Emmanuelle Le Gall, étudiait à la Sorbonne dans les années 80 et il y a un prof qui leur parle de cette femme. Et elle dit mais c'est ma famille. Et donc elle m'a re-raconté ça il y a quelques jours. Donc elle va voir sa famille pour dire mais la grande tante là qui est morte machin, elle a et sa famille elle-même fait oui mais bon c'est pas on n'a pas trop envie de mettre ça en avant. Et parce que ce sont aussi des gens qui ont fait un gros effort d'assimilation, etc. Et donc c'est elle qui s'est battue pour aller à l'Harmattan, pour éviter le truc, pour qu'on reparle de sa tante. Et c'est aussi ce que je dis, c'est que alors elle m'a dit que récemment on a retrouvé des photos, donc elle m'en enverra. Mais qu'il y a toute la question aussi de l'ambiguïté raciale. C'est-à-dire que Paulette Nardal, qui elle est foncée de peau, il n'y a pas d'ambiguïté sur sa noirceur, tu vois. Alors que, oui, et la cascade, j'imagine, elle est métisse ou porteronne. Machin, etc. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Donc Paulette Nardal, évidemment. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Catherine Marcelin, qui est une avocate martiniquaise. Alors, juste quelqu'un qui nous dit fausse pour la visite dans le froid. Il fait pas froid du tout. Non, je crève de chaud là. Non, franchement, j'ai même envie d'enlever ça. Suzanne Lacascade, Paulette Nardal, j'en ai entendu parler par cette association de femmes martiniquaises qui, j'ai envie de dire, m'ont contacté peut-être en 2016, 2017 par là, parce qu'elle militait pour la panthéonisation de Paulette Nardal. D'accord. Et donc on n'est pas loin du Panthéon, mais... Oh la striptease. La panthéonisation de Paulette Nardal, et c'est intéressant parce que Paulette n'est toujours pas rentrée au Panthéon. Toujours pas. Toujours pas. C'est Joséphine Pourquoi, Baker. À ton avis pourquoi Joséphine Baker et pas Paulette Nardal? Là, tu vois, dans le bouquin, j'ai un truc où je pose la question. Et à l'époque de la panthéonisation de Joséphine Baker, il y avait des gens qui disaient oui, évidemment, qu'ils font rentrer la danseuse exotique américaine au Panthéon et pas l'intellectuelle antillaise, précurseur de la négritude, etc. Et il y a un côté vrai, il y a un côté réel dans tout ça. Effectivement, en France, on a tendance à valoriser plus les Américains que les Caribéens, les Africains, etc. Mais d'un autre côté, ça sert à rien de faire cette opposition parce qu'il y a de la place au Panthéon. Et ça, il n'y a que nous qui faisons ça. Tu vas jamais entendre un blanc dire « Ah non, Voltaire est rentré au Panthéon, ça veut dire que Rousseau ne pourra jamais rentrer au Panthéon. » Exactement. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de blanc. Est-ce que c'est pas un truc aussi en lien avec la respectabilité, le fait de se dire comment dans l'histoire on rentre, que en fait Joséphine Baker c'est pas exactement le modèle qu'on voudrait, qu'il faudrait un peu la noire ou le noir parfait pour le lieu.
Il y a ça, mais dans ce cas-là, personne ne rentre au Panthéon. En fait, si tu creuses un peu, tout le monde a une vie, c'est long, hein, tout le monde a des aspérités, a fait des erreurs, a prédit des choses qui ne sont pas arrivées, etc. Y compris Paulette Nardal, y compris Aimé Césaire, y compris James Baldwin, Richard Wright. Il ne faut pas non plus trop idéaliser les gens et à exiger une perfection parfaite, tu vois. Et donc Paulette Nardal, là où on a remis son œuvre en avant ces dernières années, c'est parce qu'aujourd'hui on sait que Paulette et aussi Jeanne Nardal, qu'on a tendance à beaucoup oui, sa sœur, non seulement elles ont mis des idées sur des concepts, ou des concepts sur des idées, je ne sais plus comment le dire, mais en gros, dès les années 20 et 30, elles expliquent que les femmes noires ont plus besoin de communauté que les hommes noirs. Du fait de leur vulnérabilité, des attaques de sororité, tout ça. De sororité, la question de la sororité, mais aussi des attaques qui viennent d'un peu partout. Et ça, elle dit ça dans les années 20 et 30, 40 ou 50 ans avant la naissance du concept d'intersectionnalité. Donc il y a des trucs comme ça que les sœurs Nardal ont senti. On peut aller s'asseoir. Et je pense que... D'ailleurs, je pense que dans le chat, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent connaître Paulette et Jeanne Nardal. On a parlé d'elle comme si tout le monde les connaissait. Ouais. Mais c'est qui exactement Paulette Nardal? On peut se mettre là sous le... C'est elle, Paulette. Et j'ai des recommandations pour vous. Il y a ce documentaire, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je sais pas si tu peux mettre plus de luminosité sur l'écran. Non, t'es au max. Je suis au max. Mais là, on a le reflet. Attention, on va se mettre là-bas, ouais. Le live vous plaît? Ça vous plaît, les gens? J'espère que ça correspond à ce que vous attendiez. Moi, je suis trop content de faire ce live IRL. C'est trop cool. J'ai envie de en faire plein. Pareil. Donc, c'est elle. Hop là. Paulette Nardal. Donc, 1896-1985. Une des premières femmes noires à étudier à la Sorbonne. Il y en a eu d'autres. Hein. Donc je parlais tout à l'heure de Suzanne Lacascade. Il y a eu aussi une américaine qui s'appelle Anna Julia Cooper, qui, elle, a fait ses études dans les années 20 aussi à la Sorbonne à l'âge de 60 ans. Donc c'est une femme qui est née esclave aux États-Unis, qui a été affranchie à la fin de l'esclavage et qui est devenue enseignante et à l'âge de 60 ans et qui elle vient s'installer à Paris. Elle fait une thèse sur les relations entre la France et les colonies de la Révolution française à la deuxième abolition de l'esclavage. Donc c'est vraiment des femmes comme ça qui ont fait des trucs de ouf, qui n'ont pas forcément à l'époque été vraiment considérées, parce que la question des Noirs, la question des femmes... Bon, oui, tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait un peu, tu vois. Un peu encore aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça c'est la Revue du Monde Noir, donc c'est Paulette Nardal et sa sœur, et puis aussi... la Revue du Monde Noir qui avait que 2 numéros, c'est ça? C'est ça. En fait là c'est les collections complètes, mais elles ont sorti que 2 numéros à l'époque. Mais vraiment, moi, il y a 2 trucs que je recommande. C'est les travaux de Léa Mormin-Chauvac, qui vient de sortir ce bouquin sur les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire. Donc Léa Mormin-Chauvac, une camarade martiniquaise, qui a fait un documentaire. En fait, ça avait commencé, si je ne dis pas de bêtises, par une bande dessinée qu'elle avait créée sur le salon de Clamart, donc là où les sœurs Nardal recevaient des gens pour parler de culture. Ensuite, elle a fait un super documentaire qui s'appelle Les sœurs Nardal, les oubliés de la négritude. Et puis là, elle vient de sortir ce livre, Les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire. Et puis de façon plus générale, ce livre-là, Imaginez la libération des femmes noires face à l'Empire. Et ça a été écrit par une femme exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai avant que le livre ne sorte. Et donc c'est Annette Joseph Gabriel. Annette Joseph Gabriel. Et donc histoire super intéressante. Je reçois un groupe d'étudiants américains parce que je fais beaucoup de tours pour des étudiants américains. Et elle, c'est la prof qui ramène ses étudiants. Et elle me parle et au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, je fais excusez-moi, mais il faut que je vous pose la question, mais vous venez d'où? Parce que la dame a un accent. La fameuse question. J'arrive pas à voir d'où est l'accent de la dame. Ouais. Et en fait, elle est ghanéenne. Elle a appris le français en Martinique et son mari est martiniquais. Et elle enseigne l'histoire des femmes noires françaises aux États-Unis. C'est incroyable ça. Ouais, donc non seulement elle a une vision hyper panoramique, si tu veux, de la question des 2 côtés de l'Atlantique. La femme noire essentielle. Voilà. Et puis donc elle sort ce livre-là un petit peu 1 ou 2 ans après, qui est d'abord sorti en anglais, puis qui vient d'être édité chez Rothbou Creek, qui est une super maison d'édition. Et elle raconte, je crois que c'est 7 ou 8 femmes françaises noires qui ont traversé le XXe siècle. Donc il y a évidemment Paulette Nardal, il y a aussi Eugénie Ebouetel,
qui est la veuve de Félix Éboué, dont on va parler après, qui va être de cette génération des premières femmes noires élues au Sénat. Et puis une autre femme que je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai sa photo ici. Où est-elle? Elle. Jeanne Vial. Donc elle est métisse franco-congolaise, donc née au début du 20e, maman indigène, papa fonctionnaire blanc, et le papa on sait pas trop, il abandonne la maman, il rentre avec sa fille en France et elle va être scolarisée, elle va passer le bac, elle va faire des études. Ah non, donc elle est née au Congo. Elle est née au Congo, elle est ramenée. Métisse du Congo. Ouais. Il y a un vrai sujet ça sur les métisses. On a vu un documentaire avec le chat il y a longtemps. On va le regarder parce qu'il y a des nouvelles personnes et tout. Mais sur la question des foyers des métisses. Exactement. Someboy avait fait un truc là-dessus. Oui, Someboy aussi a fait un truc dessus. Et il y a eu. C'est un problème très présent dans les anciennes colonies françaises et belges. Et cette année, j'ai vu ça il y a quelques mois. Non, fin 2024, l'État belge a été condamné en fait pour la politique d'enlèvement des enfants métis. En gros, les papas faisaient des enfants à des locales. C'était une politique après, même, hein, vraiment. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis après, ils repartaient et laissaient les enfants là. Et souvent, les enfants étaient à la charge de la colonie. Donc il y avait des espèces d'orphelinats. Soit des orphelinats, soit ils étaient dans leur famille maternelle. Mais en fait, il y a une vraie douleur derrière ça. Mais en tout cas, Jeanne Vial, elle, son papa l'a ramenée, ce qui est assez rare pour être noté. Et elle devient journaliste. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient résistante. Elle est à Marseille. On sait qu'elle a été arrêtée et incarcérée. Mais on ne sait pas comment elle a réussi à sortir, à s'échapper de prison. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est le droit de vote des femmes, mais c'est aussi toute la question des colonies qu'on va commencer à vraiment représenter dans les institutions politiques. Elle va être élue sénatrice. Elle n'est pas réélue, elle perd la réélection, elle meurt dans un accident d'avion en 1953. Cette année, donc fin 2024, la ville de Paris a inauguré un jardin dans le 18e, un jardin en hommage à Jeanne Vial. Donc là, petit à petit, plus de reconnaissance de ces femmes noires qui ont compté. Et puis il y a une autre femme guadeloupéenne dont il faut absolument parler, Maryse Condé. Maryse Condé qui donc est morte il y a presque un an, bientôt un an. Et au moment de sa mort, beaucoup de gens étaient d'accord pour dire que c'est probablement la plus grande écrivaine noire francophone ever. Elle a eu un prix Nobel. C'est un prix Nobel alternatif. Mais il y a Nobel, mais oui, il y a Nobel dedans. Et puis elle a vraiment une carrière incroyable. Et donc sa vie est assez... déjà c'est une vie de roman. Parce qu'elle a vécu longtemps, elle a croisé plein de gens, elle a vécu plein de moments historiques assez forts. Ce livre-là, je le recommande vraiment, La vie sans phare. Et la première chose, c'est que souvent, les autobiographies, dans les autobiographies, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se donner le bon rôle, ou au moins de se présenter ou de présenter son environnement de façon très positive. Alors là, Maryse Condé, elle n'est pas du tout dans la respectabilité. Elle parle de ses faiblesses, de ses aspérités, de ses trahisons, etc. Donc déjà, c'est assez intéressant de sortir un peu de ce truc-là de la femme noire irréprochable, qui n'a jamais rien fait de mal, etc. C'est pas du tout la position de Maryse Condé. Et en fait, elle commence en parlant de son milieu d'origine. Donc elle est née en Guadeloupe, dans une petite bourgeoisie noire, qui à l'époque idéalisait beaucoup la culture française. La question de la culture caribéenne, de l'identité noire, ça c'est pas le créole, c'était pas son délire. Elle justement, son délire c'est de venir ici, c'est de venir entre Saint-Germain, le quartier latin, devenir une étudiante et puis de faire une carrière, devenir une universitaire, etc. Donc elle vient avec cette ambition, elle va être en prépa. Je crois qu'elle est en prépa à Fénelon, mais ce qui lui arrive c'est que elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte dans les années 50, donc il n'y a pas d'histoire d'avortement, peut-être illégal, mais voilà, elle tombe enceinte. Le papa est un jeune haïtien qui ne va pas trop assumer. Il ne va pas s'impliquer. Et donc elle se retrouve dans un premier temps maman seule, noire, dans les années 50. Donc sa carrière universitaire, ça ne va pas être ça. La vie sentimentale c'est compliqué, etc. Mais au lieu de devenir quelqu'un qui fait carrière dans le milieu académique, ça va devenir une sorte d'aventurière, parce qu'elle part en fait en Afrique de l'Ouest au moment des décolonisations. Et donc ce contexte historique assez fou, ça va beaucoup l'inspirer pour ses romans, et ça va faire d'elle une romancière de génie. Donc elle laisse derrière elle des livres comme Moi Tituba sorcière, donc vraiment c'est l'agneau coupé. Voilà. Hugo le Terrible.
Moi, j'avais lu le premier bouquin d'elle que j'avais lu, c'était au collège en Martinique, et c'était Haïti Chérie. Haïti Chérie. Qui est censé être de la littérature de jeunesse. Ouais, alors, en fait, je sais que j'appelle Haïti Chérie aussi. En fait, c'est Rêve amer le nom. Ah ouais? Ouais. Tout le monde. C'était Effet Mandela, tu sais, le truc de. Ouais. Et tout le monde pense que ça s'appelle Haïti Chérie. Et moi, je vais à la librairie, je cherche Haïti Chérie de Maurice Condé. Et j'y cherche, je trouve pas. Et là, je me dis, Rêve amer. Et là, le bouquin s'appelle Rêve amer, en fait. Bah, il faut que je corrige ça. Ouais, bref, c'est hyper triste comme histoire, c'est très sombre. Et puis des romans autobiographiques hyper intéressants où elle parle du siècle, quoi, quasiment du siècle qu'elle a traversé. Donc voilà, ça c'est vraiment la question des contributions des femmes dans les mouvements intellectuels noirs du XXe siècle. Et puis je pense qu'il y a aussi une question intéressante à notre époque, parce que les gens ont envie de remettre en avant les sœurs Nardal, ont envie de parler des contributions de ces femmes. Ouverture des JO. Il y a, en 2024, il y a une scène où il y a 10 statues de grandes femmes noires, de grandes femmes françaises. De gauche. Ouais, plutôt des Louise Michel, etc. Et la seule femme noire mentionnée, c'est Paulette Nardal. Donc il y a ce moment-là qu'on est en train de vivre. Alors j'ai vu sa statue en or là, à l'Assemblée. Je l'ai vu en vrai. Alors, ressemble à quoi en vrai? C'est magnifique. J'aimerais voir ça en Guadeloupe ou en Martinique. Tu vois, des statues comme ça de nos grandes personnalités. J'ai pas envie de faire le mec qui dit ouais c'est génial, merci l'État, tu vois, parce qu'il y a énormément de choses qui vont pas et on n'est pas là, mais dans le côté symbole, en tout cas c'est un bel objet qui représente beaucoup et qui fait les gens se poser des questions. Il y a énormément de gens qui s'arrêtaient, voilà, exactement, donc voilà, c'est un truc positif, quoi. Ah oui, d'accord. Tu sais que tu peux couper juste avoir le chat. Attends, tu vas dessus. Hop là, tu vas là, dans les paramètres, et tu mets chat uniquement. Hop. Parfait. Comme ça, donc voilà, ça c'était sur le sujet des femmes noires. On a eu un raid. Attendez, on a eu un raid. De qui C'est qui fait le raid? Et là, c'est Raptor Dissident. C'est un raid de Sardoche. C'est qui le raid, les amis? Je vois pas. Moi, je vois pas. J'ai pas les alertes. Oh là là. Non. Osez Joséphine, salut. Alors les amis, on va se mettre comme ça, front. Alors n'ayez pas peur, nous sommes noirs, n'ayez pas peur. On est actuellement place de la Sorbonne. Je vais vous montrer le bâtiment qui est somme toute assez magnifique. Et on est avec Kevin Donna. Et qui est le Paris Noir. Et on fait des petits bouts de visite, un peu de teaser de visite. On a d'abord vu la rue Monsieur le Prince, où on a parlé de Malik Oussekine et de Richard Wright. Donc on a été voir un peu comment les personnes noires étaient perçues, les personnes noires des États-Unis, perçues en France, à Paris. Et on a fait le parallèle avec Malik Oussekine qui s'est fait tuer par la police. Et on a parlé d'une question un peu entre classe et race. Voilà. Comment ça, on me prend pour Sardoche, s'il te plaît, un peu de respect. Mais non, mais Osez Joséphine, je suis désolé. En fait, je vois pas le raid, je vois rien, je vois juste le chat et les trucs. Donc merci à tout le monde d'être là avec nous. Donc là, on a fait ça. Et là, on est donc, je vous mets l'image. On est ici à la Sorbonne. Voilà. Paris 1. C'est ça. Et on est en train de parler du fait que c'est un lieu. Ça a été un grand lieu de la représentation noire intellectuelle. Ouais, intellectuelle à Paris. Là, en ce moment, par exemple, la fameuse expo dont on parlait à Pompidou, l'expo Paris Noir, il y a des images d'archives du quartier latin dans les années 40, 50, 60. Des belles images en noir et blanc d'intellectuels noirs américains, d'étudiants antillais, africains qui se rencontrent dans le quartier. Il y a aussi des photos d'un homme que j'ai rencontré qui s'appelle Amadou Gueye, qui est un très très bon photographe. Et dans l'expo, il y a des photos des années 80, donc les fameux jeunes blacks. Les jeunes blacks, quand les noirs deviennent les blacks. Ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là apparemment. Ouais. C'est dans les années 80 que le mot black commence à être utilisé en France parce que c'est l'arrivée du hip-hop et donc c'est des jeunes français qui font cette culture afro-américaine, ils ont fait du black. Donc il y a toutes ces images-là, il a des photos de Manu Dibango, etc. C'est assez extraordinaire. Mais pour revenir à la question... Garogari va à l'expo ce soir. Tu me diras ce que tu en as pensé. Moi j'y vais demain. C'est demain. Il y a... Donc ouais, l'expo est très très riche. Et pour revenir au quartier, donc à la Sorbonne,
moi, une fois que j'ai parlé donc, des contributions des femmes, il y a cette question de Paris qui va devenir une sorte de carrefour pour les intellectuels noirs américains. Et il y a un truc, unpopular opinion. Vas-y. Il y a 2 ans, notre cher président de la République s'est mangé une sauce, ouais, qui à mon avis, pour une fois, n'était pas justifiée. Il a dit que le français était la langue du panafricanisme. Oui, oh, ça m'a tué. Et il disait ça dans un contexte où la France se faisait foutre dehors, oui, de plein de pays du Sahel, etc. Il disait, mais arrêtez Mais en réalité, factuellement, Manu a dit la vérité. Énormément de ces penseurs intellectuels, etc., sont passés par Paris, ont écrit en français, ont été inspirés par plein de choses qui sont passées ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent être reconnaissants à l'égard de la France. Voilà. Ça veut dire que la France aussi a un lien assez ancien et quasiment, même De Gaulle le disait, un lien qui ne peut pas se défaire entre la France et l'Afrique. Et en même temps, c'est ce qu'on disait à Macron à ce moment-là. Oui. C'est pas étonnant que quand un pays, une puissance impériale hégémonique vient s'installer dans des pays d'Afrique, retire aux gens le fait de parler leur langue, met des écoles en français, etc., met des fonctionnaires français. Mais au bout d'un moment, les gens ils parlent dans la langue qu'on leur a appris. Quoi. Et en plus, apparemment, c'est pas en tout cas c'est le cas dans certains pays d'Afrique, la présence française s'est plus sentie après l'indépendance que pendant la colonisation. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de Français installés en Côte d'Ivoire pour le développement, la coopération, l'aide au développement, la coopération, la France-Afrique, après que pendant. Donc bref, c'est tout ça pour dire, c'est pas pour dédouaner la France et Macron, mais c'est pour dire en fait que des coins comme le quartier latin, etc., c'est ici en fait que ça s'est passé. On a formé une sorte de exactement. Il y a une photo. Et pour le coup, shout out à une amie en commun, Estelle Njonjo. Oui, Estelle, que vous kiffez le chat, je sais. Elle m'avait montré à l'époque, c'était en 2019, un truc comme ça, elle m'avait montré une photo prise à Louis le Grand. Et sur la photo, tu as 2 jeunes étudiants. Tu en as un qui s'appelle Georges Pompidou et l'autre s'appelle Léopold Sédar Senghor. Voilà. Et c'est la fabrique aussi des élites africaines, etc., qui se fait ici. Parce que la France-Afrique, finalement, c'est un projet. C'est un projet. C'est-à-dire que une fois que les indépendances se font, il faut que la France garde un pied, garde une main sur ces territoires. Et il faut qu'il y ait une élite sur place. Et d'ailleurs, on en parlait quand on regardait le documentaire sur le foyer des Métis au Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, Côte d'Ivoire, qu'en fait, il y avait un truc on fait une élite qui est liée par le sang à l'Hexagone et qui va occuper des postes à responsabilité aussi. Solène Brun, donc, qui a écrit un livre sur la question métisse, derrière le mythe métis, quand je l'ai interviewée, elle me disait que la question du métissage est revenue par exemple en Algérie dans les années 50, où les autorités coloniales se disent peut-être qu'on devrait faire des métis en fait. Plus de métis en Algérie pour garder un lien indéfectible, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, mais le faire sur une échelle plus industrielle. mais voilà, il y a tous ces enjeux-là qui se passent ici. Et quand on a commencé, je disais que pour pas mal de gens, notamment des Parisiens, parler d'une histoire noire dans ce quartier-là, c'est bizarre aujourd'hui parce que comme c'est les quartiers intellectuels, les gens ont leurs préjugés et leurs biais, on n'imagine pas en fait qu'il y a une histoire intellectuelle noire à Paris. La négritude, elle est née juste derrière quand Césaire et Senghor se rencontrent. Et puis derrière. Mais quand même, la Sorbonne, c'est dans l'université qui a eu cette rencontre de 56. Il y a un documentaire, les gens, qu'il faut absolument que vous regardiez. Un documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube, que je mentionne quasiment à la fin de chacun de mes tours. Ça s'appelle Les Lumières Noires. On va le regarder. Franco-américain. Je veux bien, si vous faites un react, je veux bien. Tu veux venir ? De fou. C'est quand tu as de la dispo ? On en discute. Parce que moi, je veux vraiment qu'on fasse un react de ça. Vas-y. 1956, Les Lumières Noires de Bob Swime pour les 50 ans de cette grande rencontre de 1956. Et ça parle de toutes les tensions qu'il y a. Parce qu'en même temps, c'est un moment magnifique de rencontres noires comme on a eu très très peu dans le monde. Et en même temps, c'est un moment d'engueulade assez incroyable. Parce qu'ils sont noirs, mais ils sont américains, ils sont portugais, ils sont français, ils sont britanniques, ils sont catholiques, ils sont athées, ils sont musulmans, ils sont protestants, ils sont de droite, ils sont de gauche. Donc en une semaine, en pleine guerre froide, ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur toutes les questions. Et en réalité, moi je les dédouane en disant, vous auriez fait la même chose avec des blancs ou des asiatiques ou des arabes, ça aurait été le même problème.
parce que c'est très difficile de trouver des choses qui nous permettent d'avoir une identité commune, d'être d'accord sur tous ces sujets-là. Et donc le documentaire montre très bien comment le fameux Richard Wright, dont j'ai pas mal parlé, c'est lui en fait qui va mettre le feu aux poudres. En gros, sa position c'est: le racisme c'est mal, il n'y a pas de problème, la négritude c'est génial, mais arrêtez de parler d'Afrique. Ouais, d'accord. Arrêtez de dire il faut qu'on rentre en Afrique, oui, l'Afrique ceci. Il n'y a pas une phrase un peu hardcore même? Oui, en fait, il dit que l'Europe a libéré l'Afrique. Et voilà, l'Europe, c'est dans ce truc-là que tu parles du Mambo Jumbo, dans le documentaire. En fait, il dit dans son intervention à la Sorbonne que l'Europe a libéré l'Afrique et quelqu'un lui demande de quoi, et il dit du Mambo Jumbo. Et donc le Mambo Jumbo, c'est le vaudou, les tam-tams, les superstitions, etc. Ça m'énerve. Et donc il dit c'est un groupe de Maliens, de Camerounais, de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Martiniquais, de Guadeloupéens, d'Haïtiens. Ça finit en bagarre. Ouais. Et donc il y a tous ces trucs-là. Et puis, il y a un jeune psychiatre martiniquais, Frantz Fanon, qui est là aussi et qui fait une grande intervention pour parler du racisme à la française, mais aussi pour commencer déjà à critiquer une sorte d'antiracisme moral, de faire la morale aux gens en leur disant le racisme c'est pas bien, il faut être ensemble. Il dit dans un pays, dans une puissance coloniale, c'est les racistes qui ont raison. Vous pouvez pas envahir, exploiter des gens chez eux sans penser que le français ou le belge dans sa métropole ne va pas avoir, en pensant que le métropolitain ne va pas avoir de préjugés sur ces gens-là. En fait, ça ne sert à rien de dire aux gens de ne pas être racistes contre les Africains si vous exploitez vous-même les Africains. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antiracisme décolonial. Non, il n'y a pas de racisme non décolonial. Non décolonial, Donc voilà. Toujours quand j'arrive ici et que je regarde ça, les gens, regardez ça. Ce bâtiment, il est magnifique. C'est magnifique. Je suis... Mais je suis trop content de faire cette visite et de balade. Ah mais moi, je suis ravi. J'avoue, ça a été mon quartier pendant tellement longtemps. Depuis plus de 10 ans. Ouais. Et donc voilà, donc là, moi ce que je dis aux gens, c'est que le Panthéon, c'est mon monument préféré. J'aime bien l'architecture. L'intérieur est un peu spécial, il y a un côté sombre, solennel et tout. Et puis, il y a aussi une sorte d'excellence française au Panthéon. C'est un monument qui penche un peu sur la gauche, politiquement, le Panthéon. Bon, après, c'est pas forcément une gauche décoloniale, les gens. Mais, c'est la gauche Jérôme Gage. Mais... c'est la gauche Carole Delga. Je sais pas, non, t'es dur. Non, en vrai, le Panthéon, je sais pas quel type de gauche on pourrait dire, mais ce que je veux dire, c'est que déjà de un, il y a l'idée que les personnages qui sont liés, qui sont au Panthéon, sont des personnages qui sont liés à l'histoire des républiques. Donc ça t'enlève tous les aristos, les têtes couronnées, les machins et tout, c'est pas ça le Panthéon. Et c'est un des rares grands monuments parisiens où on peut pas faire l'impasse sur les Noirs. On peut pas faire l'impasse sur la colonisation, l'esclavage, etc. Parce que c'est un monument qui se veut mettre en avant les idées de liberté, d'égalité, tout ça. Donc, il y a plein de personnages dont je pourrais... Quelqu'un dit la gauche Luxman. La gauche Luxman. Oh, les gars, vous êtes très... Non, mais on est hardcore dans ce chat. Ça, c'est un chat, tu vois, c'est un chat, on connaît les bails. Bon, il y a plusieurs personnages dont je pourrais parler. Moi, souvent, je commence la visite en parlant d'Alexandre Dumas. Je parle parfois aussi de Joséphine Baker, donc comme on disait tout à l'heure, qui est panthéonisée en 2021. Mais il y a un personnage dont je parlais avant, dont j'ai plus trop le temps de parler maintenant parce que mes introductions s'allongent, mais j'aimerais bien lui rendre justice aujourd'hui. C'est le premier Noir à entrer au Panthéon. Alors faut qu'on se mette un peu à l'ombre pour bien voir. Pour voir les photos. Là derrière, là. Ouais, tu vois, pas mal, pas mal. Attention les voitures. Je pense qu'on peut rentrer dans le Panthéon ou pas? C'est payant? Alors moi j'ai une carte de conférencier donc je paye pas, mais par contre je sais pas si on peut filmer. Ah, je sais pas si on peut. Bon, c'est pas très grave. Ça aurait été cool. Mais j'aurais dû me renseigner, ouais. On peut même se prendre une heure pour faire l'intérieur du Panthéon. C'est un monument où il y a pas mal de trucs à voir en soi, donc... Donc le premier Noir au Panthéon c'est lui. Félix Eboué. Alors mes Guyanais connaissent.
Et mes fans de Booba aussi connaissent, parce qu'il y a un très bon morceau qui s'appelle Félix Eboué. Oui, il parle pas de monde Félix Eboué. Non, il le name drop une fois, mais il parle de trucs, mais je trouvais ça classe. En plus, Booba Panthéon, tu vois. Donc, Félix Eboué, il a une histoire assez particulière parce que donc il est descendant petit-fils d'esclaves. Le nom de famille Eboué est intéressant. Parce que c'est un des rares noms qu'on va retrouver des deux côtés de l'Atlantique. Ouais. Donc souvent les gens me disent est-ce qu'il est lié à Fabrice Eboué? Ouais. Malheureusement, Fabrice Eboué est plus connu que Félix Eboué. Aujourd'hui, ouais. Je pense que marrant, Félix Eboué a fait plus pour la cause noire que Fabrice Eboué. C'est marrant, parce que quand Fabrice Eboué a commencé, beaucoup de gens l'appelaient Félix Eboué. C'est vrai? Ah oui, comme la place. Okay, et maintenant, je pense que maintenant il est plus connu que Félix Eboué. Donc, à cette époque, on va dire début du XXe siècle, on commence à mettre en place un système de bourses. Les meilleurs étudiants des colonies obtiennent des bourses pour faire leurs études à Paris, dans les grandes villes, etc. Donc lui, il va d'abord aller à Bordeaux, puis ensuite il vient à Paris, fait des études de droit, et il va être accepté dans une école qui s'appelle la Coloniale. La Coloniale. L'école d'administration coloniale, c'est une école très prestigieuse qui forme les cadres de l'administration coloniale. Et il ne faut pas qu'on se trompe de question. C'est pas parce que ça s'appelle colonial que c'est pour les coloniser. C'est une école, c'est avant tout une école pour que les métropolitains apprennent comment administrer les colonies. D'accord. Donc il n'y a pas tant de gens venus des colonies que ça. Félix Eboué, il fait partie des premiers. Et donc lui, il va faire carrière dans l'administration coloniale française. Et donc quand je commence déjà à en parler comme ça, je demande aux gens comment vous le voyez, comment vous le ressentez, des gens qui viennent des colonies et qui vont travailler à administrer les colonies. Est-ce que ça vous... Alors, est-ce que ça vous inspire? Je peux demander au chat. Alors le chat, ça vous inspire quoi? Et salut Gaïou, salut 4 pauses, etc. Ça vous... Oui, j'ai filmé des trucs interdits à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi? Que des personnes noires, racisées, noires, soient administrateurs coloniales ou en tout cas étudient dans une école d'administration coloniale. Mais toi, du coup, c'est quoi les retours que les gens te font en général? Il y a deux positions. La première position, c'est super, il va changer les choses de l'intérieur, il peut essayer de réformer le système de l'intérieur. Et la deuxième réaction, c'est horrible, il se fait manipuler par un État français colonialiste. Ah, il n'y a pas assez un bounty. Alors, ça vient après. Ça vient après, tu vas trop vite, mais oui. Pardon. Alors, il y a qui disent c'est pour le diviser. Ouais. Ça sent la question piège. Il ne faut pas juger ça avec un regard actuel. Ah, c'est intéressant ce que les gens... Lui, c'est un collègue et un ami de Félix Eboué. Si on parle de cette première génération d'hommes noirs qui vont travailler dans l'administration coloniale française, il faut parler de René Marand. René Marand, donc il est... ses parents sont guyanais, mais il est né, tu sais, il y a toujours des trucs, est-ce que c'est la Guyane, est-ce que c'est la Martinique, comme Miss France, tu sais. Donc lui, ses parents sont guyanais, mais il est né dans le bateau à destination de la Martinique, donc il a été déclaré né à Fort-de-France. D'accord. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas de Guyanais, Martiniquais, de famille guyanaise. Voilà, un peu truc comme ça. Mais il va grandir à Bordeaux. Et lui aussi, il est administrateur colonial en Afrique. Mais la différence, c'est que sa passion dans la vie, c'est pas l'administration, c'est la littérature. Ouais. Et donc en 21, il devient le premier auteur noir à remporter le prix Goncourt. Et dans ce livre, Batouala, c'est une critique. Il se sert de son expérience d'administrateur colonial noir en Afrique pour dire en fait une chose. Il n'est pas contre la colonisation. Ah, ok. Il est contre les promesses non tenues. C'est-à-dire que dans les années 1920, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent d'indépendance. C'est pas encore ça la mode. Il y a des promesses de développement peut-être. Exactement. En fait, son constat, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que... C'est pas pour tout le monde. Dans l'Afrique équatoriale française des années 1910, il faut chercher pour trouver liberté, égalité et fraternité, parce qu'il y a les travaux forcés, il y a le code de l'indigénat, c'est violent, c'est inégalitaire, c'est miséreux, c'est pas mis en développement, etc. Et on est genre 50 ans après l'abolition de l'esclavage, quoi, à peu près. On est 70 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc, ce livre, Batouala, de René Marand, va rencontrer un certain succès critique, intellectuel, etc. Mais par contre, d'un point de vue professionnel, sa carrière d'administrateur, elle est finie. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que si on parle de cette première génération d'hommes noirs qui vont travailler dans les colonies françaises, ce ne sont pas des anticolonialistes, des coloniaux comme on aurait aimé aujourd'hui, mais ce sont quand même des hommes qui sont capables de prendre des risques, de mettre leur carrière en jeu, de se fâcher avec l'administration, leurs supérieurs, etc., pour exposer des choses qui leur semblent injustes. Félix Eboué, lui, c'est un petit peu différent parce qu'il n'écrit pas, enfin il a écrit des articles, mais c'est pas un écrivain. En revanche, il va monter très haut dans l'administration.
Ouais. En 1936, ça devient le gouverneur de la Guadeloupe, ce qui est rarissime en fait. Les gouverneurs ne sont pas élus, les gouverneurs sont nommés par le ministre des colonies, et donc on n'a pas l'habitude de voir des Noirs dans cette position-là. Mais d'ailleurs, depuis Félix Éboué, ben, la question des préfets noirs, on n'a pas eu de préfet noir. Hein. Non, mais il y a aussi ce truc où on veut que les territoires, en particulier les colonies, soient administrés par des gens qui n'en viennent pas. Comme ça, ils n'ont pas d'affect. Ils n'ont pas d'affect, ils ne sont pas pris dans des trucs de fidélité, de loyauté, etc. Et puis arrive 1939, c'est le début de la guerre, et Félix va avoir un nouveau poste de gouverneur, mais au Tchad. Okay. Et quand la guerre commence en 1939, donc il est dans une colonie assez importante en termes de géographie, de stratégie, etc. Puis en 1940, la France est humiliée. C'est la France de Vichy, mais ceci, la France libre. Et Félix Éboué va être le premier administrateur, le premier gouverneur à rejoindre la résistance. Alors, je vous en parlerai en stream, les amis. Et mon arrière-grand-mère, à cette période, elle part au Tchad aussi avec son mari militaire guadeloupéen. Ouais, je vous en parlerai. Ah ben ça, c'est une belle histoire, ça. Ouais, je vous en parlerai avec ma mère. Alors, dans ta famille, ils ont été de quel côté? Ils ont été collaboré, évidemment. On est français. Ah oui, français jusqu'au bout des ongles. Et donc, le truc est intéressant parce que c'est des colonies d'Afrique que la résistance française se organise. On aime beaucoup parler des résistants, des maquisards, etc. Mais on oublie beaucoup, en fait, que les colonies vont donner une légitimité politique à la résistance. D'ailleurs que c'est comme s'il y avait deux France. Il y a une France qui collabore, dirigée par Pétain et qui est à Vichy. Mais il y a aussi une France qui résiste, qui est menée par De Gaulle et qui se trouve en Afrique, à Brazzaville. Félix Éboué va jouer un rôle hyper important. C'est lui, en fait, qui va devenir le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, qui va aider la résistance outre-mer à s'organiser. Et malheureusement, Éboué, il meurt d'une congestion cérébrale en 1944, en mai 1944, en Égypte. Donc il ne voit pas la fin de la guerre, il ne voit pas la libération, mais en 1949, il entre au Panthéon. C'est donc le premier Noir entre au Panthéon, c'est un très beau moment, etc. C'est aussi un moment de propagande. C'est-à-dire qu'à cette époque, pour le coup, à la fin des années 1940, on commence à parler d'indépendance. Je vous parlais des années 20, où il y a finalement très peu de gens qui parlent d'indépendance. Après la Seconde Guerre mondiale, au Vietnam, en Algérie, au Cameroun, à Madagascar, on parle d'indépendance. Et donc, Éboué qui entre au Panthéon en 1949, c'est une façon aussi pour l'État de dire la France, c'est aussi vous. Donc ne partez pas. Ne partez pas. Et puis, dernier petit point, et je trouve que ça, c'est un point assez génial. Attends, est-ce que j'ai une photo de ça? En fait, Éboué, il n'entre pas tout seul au Panthéon. Ce jour-là, c'est une double panthéonisation. C'est ça. Donc ça, c'est mai 1949. Et vous voyez, il y a deux cercueils. Il y en a un, c'est Félix Éboué. Et le deuxième, c'est qui? On est marrant. Un blanc ou un noir? Un blanc. Connu? Oui. Extrêmement connu. Extrêmement connu en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Pas trop ici. Ah non, Saurin? Non. C'est qui? Victor Schœlcher. Ah! D'accord. Et c'est très intéressant comme symbole. Le symbole de malade. Très intéressant comme symbole. Mais rien n'est fait au hasard. Hein. Rien n'est fait au hasard parce que celui qui fait la panthéonisation, qui prononce le discours de panthéonisation, il s'appelle Gaston Monnerville. Ah! Donc Gaston Monnerville de Guyane, l'exemple de la République. Exactement. En fait, Gaston Monnerville, quand il est adolescent, à Cayenne, Félix Éboué rend visite aux élèves de son ancien établissement pour les encourager à avoir une belle carrière. Exactement. Donc faites comme moi, vous obtiendrez des bourses. Et donc lui, il obtient une bourse à Toulouse, sauf qu'il ne veut pas travailler dans l'administration publique et ça va devenir un des plus grands avocats de sa génération, puis un résistant, puis un homme politique, puis le président du Sénat. Et comme c'est le plus grand fan de Victor Schœlcher, double panthéonisation, Schœlcher et Éboué qui entrent ensemble au Panthéon, et Monnerville qui voit une sorte de consécration du modèle républicain. Alors, Exactement. Dans le chat aussi, qui Monnerville, donc on l'a expliqué rapidement, c'est le premier président noir du Sénat. C'est ça. Et qui a failli être président. Ah bah voilà. Ça, c'est un épisode d'un podcast, Programme B, où tous les jours, c'est le même journaliste qui enquête sur un sujet différent. Et il y a quelques années, il fait un sujet sur le Sénat, et c'est là qu'il a entendu parler de Gaston Monnerville, et puis ensuite on a discuté, et il a décidé de faire cet épisode pour savoir, mais comment est-ce possible qu'on ait eu déjà ce type dans des positions aussi élevées, importantes, etc. à une époque, enfin à cette époque, et qu'en plus il soit pas plus connu que ça. Et donc il y a plusieurs, moi j'ai plusieurs théories derrière l'idée, enfin derrière le fait qu'il soit pas plus connu que ça. Il y a, bon, déjà, il n'y a pas vraiment d'histoire noire, il n'y a pas de Black History Month, on célèbre pas les grands héros noirs. Mais en plus de ça, Monnerville, il est un peu aussi prisonnier de sa propre histoire, qui est géniale. Mais c'était un type qui était tellement optimiste
sur le futur de l'outre-mer, etc. Que, en fait... il était afro-optimiste. Il était afro-optimiste. À l'inverse des afro-pessimistes, il était hyper afro-optimiste. Ça, c'est quoi? Alors là, je vois Angela Davis, Bernard Pivot et Gaston Monnerville. Donc là, on est en 1975. Donc je répète pour les gens qui n'ont pas entendu. Donc Angela Davis, militante afro-américaine, militante des droits civiques. Bernard Pivot qui maintenant a des propos, bon voilà, bref. Et il est décédé, hein? Ah ouais? Parce que j'ai vu à l'époque sur Twitter. Ah oui, mais ça date en fait. Il avait eu des propos bizarres sur Twitter. Et donc Gaston Monnerville. Et donc ça, c'est 1975. Monnerville n'est plus président du Sénat, mais il écrit une biographie pour raconter un peu sa life. Et donc il vient faire la promo et pendant toute la promo il dit Jules Ferry c'est génial, la République c'est super, etc. Et Monnerville finit par lui poser la question du racisme. Est-ce que vous avez rencontré du racisme? Et il dit que pour lui il n'a jamais rencontré de racisme en France. Pivot demande à Monnerville. Ouais. Pivot insiste un petit peu et lui pose la question du racisme et puis ensuite du mot nègre. Et en fait il va expliquer que... Du mot haine, pardon. Du mot haine. Pardon. Et il va répondre en gros que, je résume, mais que le mot haine, c'est pas du racisme, c'est de la bêtise. Et à ce moment-là, Angela Davis, qui parle français, se retourne vers la traduction pour voir si c'est bien ce qu'elle a compris. Ouais. Et en fait, je vous dis pas ça pour vous dire que c'est un oncle Tom, que c'est un bounty, que c'est un vendu, etc. C'est un type qui est né dans une colonie dans les années 1890, qui a fait toute sa carrière politique en France, et qui savait très bien qu'il y avait des lignes rouges à pas franchir. Et s'il avait dit... à n'importe quel moment de sa vie, le racisme colonial français, j'en peux plus, il ne serait pas invité à la télévision, il ne serait pas président du Sénat. Il a appris à montrer patte blanche, il a appris à être lisse sur ces propos-là, alors que, voilà, j'allais te dire ça, mais voilà. Alors que regardez les caricatures. Regardez, on les avait vus en stream pour ceux qui étaient là. Voilà, là c'est Monnerville et De Gaulle déjà. Voilà comment on présentait Monnerville. Dans les années 50-60. Dans les années 50-60. Donc voilà, c'est évidemment. Et donc il y a quelque chose d'intéressant. Parce que, en particulier, lorsque je fais des visites à des jeunes, je leur demande s'ils pensent que ce serait possible aujourd'hui. D'avoir un président de Sénat noir ? Ouais, d'avoir une personnalité aussi élevée dans la politique française en 2025. Et la plupart des gens, alors on ne prend pas une demi-heure pour en discuter, mais ils disent plutôt non, en fait, que ça leur semble pas du tout faisable, quelle que soit la couleur politique, hein, d'avoir un président du Sénat noir dans la France de 2025, ça leur paraît difficile. Ben, tu sais que je pose souvent la question de savoir si, au-delà des célébrités du cinéma, du sport, d'ailleurs le cinéma c'est pas énorme, mais du sport, on pourrait avoir des places qui comptent dans le pays. Et j'ai l'impression que le poste de ministre, c'est le maximum. Voilà. Je pense pas que... Et encore ministre, ça dépend. Il y a beaucoup d'hommes noirs. Oui, non, mais tu as raison. Et c'est ce que me disait Laurent. On arrive à la fin de la visite, mais il y a un autre truc aussi que j'aimais bien faire avec les classes de lycéens de région parisienne, etc. Quand j'en ai de temps en temps. C'est au début de la visite, je leur demande, tu pourras peut-être demander au chat. Là, on commence la visite. À la fin de la visite, vous allez me dire qui sont les personnalités de notre époque qui dans 50, 100 ou 150 ans mériteraient d'être au Panthéon. Ça fait un moment que je vais faire des trucs avec Kevin, les amis, vous savez, c'est un puits de science. Moi, je veux absolument te recevoir au podcast pour que tu me parles des projets. Alors, je ne veux pas dire des mots ou des choses sur lesquelles tu travailles et dévoiler tes secrets, mais toi aussi de ton côté, il y a des choses lourdissimes qui arrivent. Donc force à toi, frérot. Merci pour l'invitation. J'espère que que ça aura touché des gens, qu'il y a peut-être des gens du chat qui viendront à la balade. Et puis profitez-en, là on va arriver au mois d'avril, le printemps, les beaux jours, donc inscrivez-vous famille, etc. Voilà. Alors la visite est plus longue que ça d'habitude, on a fait 3 spots, il y en a beaucoup plus, la visite elle dure 3 heures. Elle dure 2 heures, un peu plus de 2 heures, ça dépend, en gros c'est autour de 2 heures, mais surtout sur cette visite-là on fait plutôt 2h15, 2h30, mais en général je dis 2 heures. Voilà. Et puis c'est accessible à tout le monde. Moi je suis ton compte Instagram. Ouais. Le Paris Noir, le compte Instagram. Il y a le site internet. Leparisnoir.com. Il y a le podcast surtout que je fais en collaboration avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc c'est sur toutes les applis de podcast, ça s'appelle le Paris Noir Podcast. Le podcast, voilà. Et puis voilà, et ça il y aura un replay les amis sur YouTube. Donc dès que je rentre et tout, je m'y attelle en vrai, donc ça va arriver sûrement demain. Yes. Voilà, d'ailleurs fais une belle tête pour la vignette. C'est genre voilà, super. J'aurai une petite capture pour la vignette.
Voilà, merci à toi Kevin. Moi je reste un petit peu avec vous les gens. Je vais me rester posé là. Si vous avez des questions avant que moi je décolle. Et puis voilà. Mais c'est cool hein, comme ça les petits IRL. Je te dis au revoir, je t'appelle. De toute façon on se voit demain. Hein. On se voit demain soir. Yes, à demain. Merci, frangin. Yes, c'est toi le futur, c'est toi l'avenir. Je te dis à demain, bisous les gens et à très vite. Ouais. Quelque part avec des noirs. Quelque part avec des noirs, c'est ça. Ah, c'est un bon nom ça, quelque part avec des noirs. Ciao, salut.